Bonsoir, bonsoir, comment tu vas ce soir? Et je vais te proposer pour ce samedi soir spécial bavardage une vidéo collectionneur. Alors je vais pas te partager des trucs sur ma collection et tout ça, même si je vais t'en montrer quand même quelques-uns, quelques pièces. En fait je vais parler du collectionneur en 3 parties. La première partie c'est la névrose du collectionneur. C'est important, c'est la maladie du collectionneur. C'est important de commencer comme ça. La deuxième partie, je l'ai nommée les 7 facteurs importants de valeur par rapport aux produits que tu collectionnes, tu vois. Et la troisième partie, c'est bien vivre sa collection. Et oui, bien vivre sa collection, ça vient finalement boucler la névrose du collectionneur en fait. Bien vivre sa collection, donc là c'est vraiment des conseils, des conseils vraiment pratiques pour bien vivre ta vie de collectionneur et ne pas que ça soit une souffrance et pas que tu tombes dans la névrose. Mais bon, on va voir ça tout de suite. Donc on va commencer avec la névrose du collectionneur. Donc la névrose du collectionneur, c'est quoi? C'est se rendre malade à cause de sa collection. D'abord on a le côté tout posséder. Quand déjà tu veux tout posséder, tu veux tout avoir. Imagine en espérant que tu ne fasses qu'une seule gamme de jouets ou qu'un seul univers. Ta névrose c'est de tout vouloir, tout avoir. Ça déjà, ça rentre finalement dans un côté obsessionnel. Tu as besoin de tout avoir, quitte à avoir des problèmes financiers derrière. Donc l'obsession de certaines pièces, quitte à se mettre en difficulté financière, c'est ce que j'ai mis. Se comparer aux autres, oui. Dans la névrose du collectionneur, il y a aussi le vice de se comparer aux autres. Qui a la plus grosse collection, qui a la plus belle pièce, et généralement c'est accompagné le fait de dire je vais prendre des jolies photos et je vais les partager sur des sites et autres. Des fois quand tu te fâches avec d'autres collectionneurs et que tu sors du site, t'es tenté de tout revendre parce que tu perds cet aspect de se comparer aux autres. Toi, de dire regardez ma collection est magnifique. Quand tu perds cet aspect de vouloir te comparer aux autres et que tu t'es barré d'un site ou machin où tu partageais tout ça, et bah t'as une envie de tout vendre parce que ça fait partie de cette maladie dans laquelle que t'étais rentré, et quand c'est la chute libre, et bah tu perds goût parfois à ta collection. Tu dis ah, je me débarrasse de ma collection, j'en ai marre de collectionner. La névrose du collectionneur, c'est vraiment une maladie psychologique. Et alors si tu te poses la question si moi j'ai été dans ces cas-là, oui, j'étais dans tous les cas que je vais te présenter, j'étais dans tous les cas. Voilà. Et c'est pour ça que je suis bien placé pour en parler et pour aussi te donner des conseils sur la fin, comment bien vivre sa collection. Donc là je suis toujours dans la première partie. La règle des 3 exemplaires. Ah oui, la règle des 3 exemplaires. Tu te poses sûrement la question pourquoi certains sites à un moment donné ils ont limité certains exemplaires à la vente à 3 exemplaires. Ça vient de il y a quelques années, je crois que c'était Matty Collector et tout ça. À un moment donné, pour éviter les scalpers, parce que les scalpers, au fil des années, dans les années 2000, c'était plutôt des collectionneurs passionnés qui scalpaient toutes les boutiques de jouets, qui pour certains ont même eux-mêmes créé une boutique de jouets collector sur Paris, une qui est très connue. C'est grâce au scalpage de toutes les boutiques de jouets que cette boutique continue à exister aujourd'hui. C'était, on va dire, des passionnés qui scalpaient un peu toutes les boutiques et qui revendaient, qui se faisaient du business dessus. Mais on avait quand même des passionnés, on avait quand même des gens qui s'y connaissaient un peu. Et pour connaître cette boutique de jouets, je sais que le propriétaire de ce gars-là, en tout cas, que je ne vais pas citer non plus, parce que voilà, c'est un grand fan des maîtres de l'univers. Et il a une grosse collection de maîtres de l'univers et des choses vraiment rares et tout ce que tu veux. La règle des 3 exemplaires, en fait, c'est pour, à un moment donné, ça a été, c'est donner une limitation pour pas que les scalpers viennent faire chier leur monde et tout rafler. Mais la règle des 3 exemplaires, cette limitation, elle a été créée par rapport à une maladie du collectionneur. C'est-à-dire un collectionneur classique, selon un producteur comme Mattel qui distribue des jouets, il lui faut un exemplaire en loose, un exemplaire sous blister et un 3e exemplaire au cas il abîmerait un des exemplaires. Un 3e exemplaire en réserve. Voilà. On rentre parfois dans une folie des 5 exemplaires. Voilà, parce qu'on a les 3 exemplaires qui est une règle
limitation par rapport aux collectionneurs, on va dire, classiques, voilà, qui ont besoin au moins de 3 exemplaires. Après, à 4-5 exemplaires, tu rentres dans une forme de névrose maladive, où à un moment donné, tu as envie de garder une pièce pour éventuellement la laisser grandir en valeur et pour à un moment donné la vendre. Tu prévois déjà d'une certaine manière de revendre une partie de ta collection parce que ça fait partie du collectionneur. Toi, à un moment donné, tu gardes ta collection et à un moment donné, tu gardes tes pièces pour les laisser grandir en valeur. Ça fait partie de cette névrose du collectionneur, de cette maladie du collectionneur. Mais à un moment donné, si la pièce est tellement rare, tu sais très bien que toi, tu auras peur de la revendre, cette pièce-là, que tu en commandes toujours une de plus. Comme ça, tu te dis, à un moment donné, la 5e pièce, je pourrais la vendre et me faire plaisir et voir finalement cette pièce-là, d'une certaine manière, rembourser toutes les autres pièces. Et c'est ce qui arrive généralement. C'est la 5e pièce que tu vends à un moment donné, peut-être 500 € alors qu'elle t'a coûté que 50 € dans un premier temps, qui finalement te rembourse les 4 premiers exemplaires qui au final t'auraient coûté 200 € plus le 5e 250 €. Donc tu te fais une plus-value du double des 5 exemplaires. Ouais, c'est très compliqué. Là, je m'embrouille un peu. Mais en fait, la règle des 3 exemplaires a été créée pour finalement calmer finalement cette névrose du collectionneur, on va dire basique. Il y a névrose et on a extrême névrosé, quoi. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, c'était Matty Collector, je pense, mais bon, je pense que ça s'est répandu à 3 exemplaires un peu partout pour finalement calmer les collectionneurs en colère qui disent non, putain, 2 exemplaires ou 1 exemplaire, non, ça fait chier, moi j'ai besoin de mon exemplaire en loose, mon machin, tu sais, ça les rendait tellement malades. Et c'est vrai qu'à un moment donné, ça a été pensé comme ça. Un exemplaire en loose, un exemplaire sous blister et un exemplaire en rab au cas où tu abîmerais un exemplaire qui tomberait d'une étagère, un truc comme ça. Ça a été pensé comme ça pour satisfaire la névrose des collectionneurs. Et même plus, voilà, et même plus, ça j'en ai parlé, le 4-5 exemplaires, ça c'est pour le côté prévoir, d'essayer de revendre la valeur, tout ça, ça fait partie de la névrose du collectionneur de toujours prévoir éventuellement de revendre et d'essayer de jauger la valeur. D'où ma deuxième partie, les 7 facteurs importants de valeur. Après j'ai mis quoi? J'ai mis caca nerveux après avoir loupé une pièce importante. Alors ça c'est incroyable, ça c'est horrible. Imagine, tu as une limitation d'exemplaires à un moment donné et il y a un bug sur certains sites. Est-ce qu'il y a eu un bug de livraison? Ah bah non, c'est pas disponible pour les Belges. À un moment donné, il y a eu une pièce comme ça et certains ont dit bah non, si je peux pas avoir ça, j'arrête de collectionner. Mais ils ont vraiment arrêté de collectionner pour certains, parce que à un moment donné, tu manques la moindre pièce et c'est le pétage de câble de fou furieux, quoi. Parce que c'est le côté tout possédé, la névrose du collectionneur, tout possédé, tout machin, qui à un moment donné, quand tu loupes une pièce, tu pètes un câble et tu revends tout. Ça, je l'avais dit, je me rappelle, le coup de l'Eternia, qui était proposé en financement participatif à 950 € pour les Européens. J'ai dit, mais ça c'est la boîte de Pandore. Tu vois bien que c'est des kékés, là, des jeunes kékés qui s'y connaissent rien en maître de l'univers, qui sont en train de proposer des trucs aberrants sous couvert d'une boîte comme Mattel qui a largement les moyens de financer l'Eternia. Bref, je me dis, vous allez vous ruiner à acheter cette merde, déjà pour commencer, et vous allez tellement vous ruiner, ça va tellement vous bousiller l'aspect collectionneur, surtout que pour la plupart on ne le connaissait pas, ce playset là. Le playset Eternia, il n'était pas connu en France, il a été distribué éventuellement en Italie, un peu en Europe comme ça. Et en France, il n'était pas du tout connu, sauf aux États-Unis, tu vois. Un truc qui a été produit à 10 000 exemplaires, je crois. Je crois que c'est 10 000 ou 11 000 exemplaires dans le monde à l'époque. C'est un truc qu'on connaissait pas. C'est seulement quand tu rentres dans la collection et si tu es dans le principe, dans la névrose du collectionneur de tout posséder, tout vouloir, et bah pour toi, cet Eternia, mon Dieu, il te le faut absolument. En financement participatif à 950 €. Ah, il y en a qui sont ruinés, des fois 10. Ils ont pris des crédits, des machins, tout ça. Et bah parmi ces gens-là, il y en a un qui m'avait critiqué. C'était un Belge. Et derrière, 1 an après, ou peut-être 2 ans après, je ne sais plus, déjà
ils ont reçu leur Eternia bousillé parce que c'est un truc qui pesait 25 kilos et qui était trop grand, trop machin. Bref, je vais revenir sur cet aspect de cet Eternia. Mais par exemple, à un moment donné, ils ont loupé une figurine, c'était Rockon. La figurine Rockon qui est un classique vintage, rétro vintage, en remake, en version Origins. Et bah il y en a qui ont pété des câbles, ils ont dit j'arrête tout, machin, tout ça me fait rigoler. Mais il y a cet aspect caca nerveux qui fait qu'à un moment donné, je revends tout, ça me fait chier, j'ai loupé machin. Et c'était pas faute de l'avoir dit à un moment donné. C'était une connerie de financer l'Eternia, ce que moi je n'ai pas fait. Pourtant, moi ça rentrait dans mes limites en tant que collectionneur, c'était de collectionner tout l'aspect rétro vintage des origines et tout ça, mais j'ai dit non. Moi c'était hors de question. Même si je pouvais me le permettre, c'était hors de question. Après, bah évidemment, qu'est-ce que j'ai mis? Abandon, revente, regret. Alors ça c'est pareil, c'est à un moment donné, t'abandonnes, donc tu revends tout, et vient les regrets derrière parce que tu t'es précipité dans ta folie, dans ta névrose du collectionneur, dans la névrose du collectionneur. Et il y a aussi à un moment donné, tu pètes tellement un câble que tu dis allez je tourne la page, je revends tout. Ça m'est arrivé aussi. Ça m'est arrivé de revendre parce que j'avais besoin d'argent, mais généralement je revends quelques pièces et j'attends un petit peu et je les fais, je jauge un peu ce que je peux revendre et à combien je peux les revendre. Tu vois là, je peux prendre une pièce, un Scareglow Mondo, limité à 900 exemplaires. Bon, je sais que je pourrais le vendre à l'aise peut-être à 400-500 euros, tu vois. Même si sa valeur a dû augmenter peut-être à 700 euros, mais 700 euros, c'est pas une vraie valeur. La valeur la plus importante, c'est la valeur que tu peux revendre quand même relativement rapidement. Donc faut pas prendre la valeur de certains qui sont précipités, qui ont acheté ça peut-être 700 euros ou 900 euros. Il faut prendre une sorte de moyenne par rapport aux ventes qui se sont faites sur des sites comme eBay et compagnie. Des ventes réelles qui ont vraiment eu lieu, hein. Pas des prix qui sont proposés, vraiment des ventes réelles. Et après tu fais une moyenne basse. Tu vois que la moyenne à peu près c'est 500 euros. Tu fais une moyenne basse, tu descends à peu près à 400 euros. Et voilà, pour un truc qui m'a coûté comme 270 euros. Mais ça, on va revenir sur côté prix dans la deuxième partie. Donc, abandon, revente, regret. Bah, moi, ça m'est arrivé à un moment donné de tout revendre. En me disant, je suis trop vieux pour ça, machin, tout ce que tu veux. Il y a plus d'une dizaine d'années quand même. Et je voulais passer à autre chose. Certaines pièces, j'ai pas réussi à les vendre parce qu'elles étaient trop rares pour être revendues. Et que je pouvais pas les revendre à un prix misérable. Mais tout ce que j'ai revendu, je les ai vendus à un prix raisonnable pour moi. Sauf peut-être certaines choses qui étaient compliquées à revendre. Et qui aujourd'hui malheureusement ont pris beaucoup plus de valeur. Mais clairement, j'ai clairement pas été perdant dans la revente. Mais le problème, c'est le regret derrière. Il y a des trucs que je peux pas récupérer aujourd'hui parce que elles étaient tellement rares que c'est pas retrouvable. Et, certaines ont doublé, triplé, même x10 en valeur. C'est un truc de fou. Même la gamme 2000X que personne voulait à un moment donné. Moi j'avais des trucs très très rares. Et quand il a fallu revendre, bah, je les ai pas vendus comme j'aurais aimé les vendre, toi. Et bah aujourd'hui, bah j'aurais de quoi faire la gueule, quoi. Bref, le regret, c'est disons que je vais te donner un conseil après. Est-ce que je l'ai mis dans les conseils? Ça, attends, je regarde tout de suite. Voilà, je l'ai mis. Donc je reviendrai dans la troisième partie par rapport à cet aspect revente et tout ça, et regret. Pour éviter de regretter, je donne un conseil vers la fin. Donc voilà, ça c'était la première partie, c'est-à-dire la névrose du collectionneur. Je vais essayer de synthétiser un peu. La névrose du collectionneur, c'est quand ta collection devient une maladie, quand tu t'en rends malade, quand tu deviens obsessionnel, quand tu fais des caca nerveux, quand tu as besoin absolument de tout posséder, quitte à faire un crédit x3, x10, machin, tout de suite à te mettre en difficulté financière. Ça, c'est la névrose du collectionneur, c'est la pire chose qui soit. Quand tu es dans un état comme ça, il faut arrêter tout de suite. Voilà, il faut arrêter tout de suite. Bon, je vais revenir sur les conseils et tout ça, mais si c'est important de le dire avant. Bon, je pense pas que les gens ils vont dire tiens demain je veux devenir collectionneur. Ça se fait un peu comme ça à cause de la nostalgie tout ça. Par rapport à ça, ces jouets qu'on avait à l'époque, tu vois, ou la console qu'on avait à l'époque. Mais quand ça devient maladif comme ça, tu vas très très mal vivre ta vie de collectionneur. J'ai eu des moments, ça a été tellement horrible à vivre. Et les regrets par exemple, ou quand
tu te mets en difficulté financière et qu'à un moment donné tu es obligé de revendre d'autres produits de ta collection ou de même de brader parce que tu as besoin d'argent rapide pour pas être dans la merde, c'est très compliqué. Franchement, si tu peux éviter la névrose du collectionneur, et je vais te donner tous les conseils, surtout après, dans la troisième partie, pour éviter ça, fais-le, parce que c'est juste horrible. Je peux t'assurer que c'est... Maintenant, on va passer à la deuxième partie, c'est la partie stratégie, valeur des objets que tu possèdes. Moi, j'ai pris 7 facteurs importants. Si tu veux savoir quelle valeur pourrait avoir tel objet à la sortie de cet objet, ou voire quelques années après, il y a 7 facteurs qui sont importants, qui sont à prendre en compte pour savoir quelle valeur ça peut avoir. Alors, j'arrête tout de suite les mauvaises langues qui peuvent dire ouais mais t'es en train de donner des conseils aux scalpers. Pas du tout. Les facteurs en question, seul un passionné de tel ou de tel univers peut s'en servir. Les scalpers, on prend toutes les éditions limitées, les trucs qui peuvent être éventuellement rares. Hop, terminé, merci. Les scalpers, c'est quelque chose de beaucoup plus brutal. C'est qu'à un moment donné, ça va arriver sur une édition limitée qui n'a pas été limitée en nombre d'exemplaires. Ils vont tout rafler avec parfois des robots, logiciels robots et tout ça. Tout rafler avant tout le monde. Et tous les passionnés, les collectionneurs, tous les passionnés, et ben ils ont le droit à que dalle. Et derrière, ils vont te revendre ça 10 fois leur prix. Mais dans l'heure en question. Contrairement aux passionnés qui évaluent, passionnés d'un univers comme les maîtres d'univers comme moi, il évalue au fil des années l'évolution des prix et il a beaucoup plus de réflexion à tout ça, ce qui permet à lui de proposer beaucoup plus de prix, tout ça. Les scalpers prennent beaucoup de risques à un moment donné, parce que les scalpers, des fois, ils se retrouvent à être confrontés à des figurines ou des personnages qui étaient peut-être pas si importantes que ça, par exemple dans les figurines, et ils se retrouvent souvent confrontés à se retrouver avec plein de choses sur les bras et avoir d'une certaine manière d'essayer de brader un peu les stocks qui restent. Mais on peut faire confiance à tous les névrosés collectionneurs qui ont besoin de tout collectionner et ils le savent très bien, donc ils se rattrapent énormément sur les premiers exemplaires. Mais ils font chier tout le monde et ça, ce dont je vais parler, ils s'en foutent les scalpers. Ça les intéresse pas. Et ils n'auront jamais ces connaissances-là parce que seuls les passionnés de tel ou tel univers peuvent avoir ces connaissances-là. Voilà, et ceux qui sont passionnés d'un univers et qui se mettent à acheter des jouets à tort ou à travers et puis à les revendre sur internet, tout ça, en faire leur petit business, ils auront toujours le défaut de ne pas connaître assez bien tel ou tel univers, contrairement à leur univers d'origine. J'en connais des comme ça. Et voilà, mais ça reste... c'est ceux qui s'en sortent le mieux, mais c'est pas ceux qui se font le plus d'argent, parce qu'ils réfléchissent peut-être un peu trop. Contrairement aux scalpers, ils misent sur la névrose des collectionneurs en priorité, ceux qui veulent tout avoir pour leur vendre x10 des trucs qu'ils ont loupés à cause d'eux-mêmes. Tu vois, les scalpers font en sorte de faire louper la vente d'une figurine rare, limitée, tout ça, à des gens qui derrière vont racheter à ces scalpers là x10. Et ça, je n'arrêtais pas de le dire à un moment donné quand j'étais beaucoup sur les sites, sur Facebook. Je disais, mais n'achète pas cette figurine. À un moment donné, il y a un Wanda Origins, qui était proposé. Moi, je leur ai dit, d'habitude, si vous voulez choper, moi, je leur donne une technique pour comment choper rapidement et facilement avant tout le monde et avant les scalpers, les figurines. À un moment donné, pendant 10 ans, j'ai fait ça avec les classiques. Ça. Et rien à branler, machin, tout le monde s'en fout de ma gueule. Pas de soucis, pas de problème. Boum. Moi j'ai mes Wandar, j'en ai eu 3 je crois. Et les autres, tirer la gueule machin. Qu'est-ce que certains ont fait? La névrose du collectionneur, ils ont été acheter Wandar 100 euros. 100 euros l'exemplaire à des scalpers. Les mêmes scalpers qui ont tout raflé. Et moi je leur ai dit, mais vous êtes en train de financer les gars qui vous la mettent mal à chaque fois. C'est totalement ridicule. Surtout que je l'ai dit, ça a tellement râlé sur ça. Parce que ça n'a pas été limité en exemplaires, tu vois. Quoique si, je sais plus. Non, ça n'a pas été limité en exemplaires. Sur ce Wandar, bizarrement. Et après, ils ont mis, hop, 3 exemplaires. Bref. Et moi, je leur ai dit, il y a de fortes chances que ce Wandar-là soit reproduit derrière. Un mois après, ils ont reproduit Wandar. Mais ils l'ont pas proposé en limitation d'exemplaires. Ils ont dit, on le propose à la vente. Nombre d'exemplaires illimité. Vous pouvez en commander 100, 200, 300. On laisse les ventes ouvertes pendant 2 semaines.
et après on vous les propose. Donc il n'y a pas de limitation et tout ça, c'est juste une limitation dans le temps d'achat. Ce qui a finalement tué tous les scalpers qui ont chopé les Wanda derrière à côté. Ils n'ont pas pu les vendre 100 euros, sauf les crétins du village qui en quelques jours se sont excités, les névrosés, et quand on récupérait, qu'on récupérait des trucs à 100 euros que moi j'ai eu à 20 euros quoi, en gros. Donc x5 dans la gueule. Et en plus, je me suis fait insulter sur ça. Je me suis fait insulter. Mais bon. T'inquiète pas qu'après il n'y a pas eu. Ah oui, t'avais raison, t'avais machin. Non, non, bah non, parce qu'ils sont dans leur névrose à la con. Et tant pis, ils ont qu'à m'écouter. Mais à un moment donné, je donnais plus de conseils parce que le coup de l'éternien, moi, ça m'avait refroidi quoi. Tu te fais insulter parce que tu leur donnes des conseils de dire de pas faire ci, de pas faire ça. Et tu te fais insulter et derrière, et bah ça leur arrive à ces cons là. C'est comme ça. Donc maintenant, on va parler des 7 facteurs importants de valeur. Le premier, c'est la limitation en exemplaires libres aux rééditions, chaises variantes, changements ou erreurs de production. Donc le premier facteur à prendre en compte, c'est limitation en exemplaires. Donc une figurine, on va prendre, je sais pas, peu importe, une figurine limitée à 1000 exemplaires. Voilà, une figurine limitée à 1000 exemplaires. Après, ce qu'il y a à prendre en compte, c'est libre aux rééditions. Donc c'est les figurines qui ne sont pas limitées en exemplaires et qui peuvent être libres à la réédition. C'est-à-dire une gamme en cours qui à un moment donné propose une figurine qui s'est retrouvée sold out rapidement, mais elle est toujours libre à la réédition. Et oui, c'est con à dire, mais elle est libre à la réédition. À moins qu'il y ait un changement de production, donc un changement de production ou des erreurs de production, ou par exemple la peinture a changé sur certains aspects de la figurine. Tout ça, c'est à prendre en compte. C'est un facteur qui est à prendre en compte. C'est important. Ça paraît vague comme ça. Les chaises variantes, c'est pareil. Chaises variantes, bah, t'as des figurines classiques et dedans, t'as mélangé tous les 10 exemplaires, ou tous les 20, ou tous les 30, ou tous les 100, voire beaucoup plus rare que ça. Comme le Battle Fist, chaise variante, qui dès la sortie est déjà très très rare. Putain, c'était tellement rare que tout le monde s'est jeté dessus. Et c'est, je crois, la figurine la plus rare de la gamme 2000X, c'est le Fisto chaise variante. Et moi, en tant que névrosé du collectionneur, rien que les premières années de la vente de ces figurines, j'étais prêt à mettre 300 euros pour la récupérer. Hein. Et j'étais passé à côté à 100 euros parce que c'était au tout début. Et bref, c'est vrai que les chaises variantes, mais c'est tellement. Il y a comme un facteur, une inconnue là-dedans. C'est libre aux rééditions. C'est certaines chaises variantes, on ne sait pas quelle est leur potentielle rareté. Tu vois, dans la gamme 2000X, il y a des chaises variantes qui étaient courantes, que tu pouvais récupérer facilement. Ce qui était le cas de Manyface, Mechanic, par exemple. Et Immense Skeletor, boum, super rare, mais pas aussi rare que Fisto. Bon voilà, donc ça c'est un premier facteur à prendre en compte. Bon, un facteur que tu vas me dire, bah oui, c'est tout à fait normal, limité ou numéroté à 1000 exemplaires, c'est un facteur de valeur sur le long terme. Une erreur de production, par exemple, il y a eu une figurine qui a été produite, la première production de telle figurine, ça a été produite avec une erreur de couleur de peinture. Et après, ils sont revenus à la normale. Et bah, ces erreurs de production peuvent avoir une valeur sur le long terme. Un changement de production. Le premier Musclor 2000X avait la croix du Musclor Vintage. Et quand le dessin animé est arrivé juste derrière, avec l'Astérix, la croix en Astérix là, et bah ils ont fait un changement de production sur le Musclor Iron Cross. Et bah le Musclor Iron Cross a une certaine valeur sur le long terme. C'était pareil pour le Skeletor Yellowface. Pareil pour c'était un peu moins pour Fist, pour Battle, pour le Men at Arms, parce que c'est juste des petits trous de balles. Oui, c'est les 4 trous de balles, les 4 Bullets All, la version 4 Bullets All du Men at Arms. On va dire qu'elle est plus rare parce que s'il y a eu un changement de production, voilà, exactement. Il y a aussi la ceinture de Stratos, qui avait une ceinture brillante, bordeaux, enfin un côté rouge bordeaux brillant, magnifique sur la première production. Et après il y a un changement de production où c'était rouge classique, tu vois. C'est des changements de production susceptibles à avoir de la valeur un jour. Voilà. Tout ça, c'est le premier facteur.
Oui, ça paraît peut-être vague pour certains, mais c'est important de le préciser. Voilà. Deuxième facteur, popularité du personnage. La popularité du personnage, c'est le facteur, c'est l'offre et la demande. C'est souvent ce facteur-là qui va rentrer dans l'offre et la demande. Parce que peu importe qu'un Musclor, imaginons un Musclor Vintage. Musclor Vintage a été la figurine la plus produite dans la gamme des maîtres d'univers. Elle a été reproduite constamment, elle revenait constamment. Mais c'est à la fois la figurine la plus populaire de cette gamme de jouets qui a fait que c'était finalement une des figurines que tout le monde veut avoir dans les collectionneurs. Ultra produite certes, c'est tout le monde, mais comme tout le monde veut l'avoir, et bah finalement ça fait partie des figurines qui vont forcément monter en valeur un jour ou l'autre, peu importe la production. Il faut le dire, c'est toujours important de le souligner. Certes, c'est la plus populaire, c'est celle qui sera la plus produite, mais ça sera toujours celle qui rentrera dans cette question de l'offre et de la demande, tu vois, de cette de cette problématique de l'offre et la demande. Il y aura toujours des gens toujours des gens un jour pour dire il me faut absolument le Musclor Vintage parce que je l'avais quand j'étais jeune et tout ça, tout le monde l'a eu. Tous ceux qui ont eu des maîtres de l'univers jeunes ont tous eu Musclor, voilà, et ils ont tous, à un moment donné, s'ils veulent collectionner, ils veulent tous Musclor. Donc cette valeur, ce facteur est super important, c'est la popularité des personnages. Moi, je pourrais estimer que dans les maîtres de l'univers, par exemple, il y a eu des personnages qui sont logiquement populaires, mais il y a aussi, faut pas oublier une chose, c'est qu'à un moment donné, t'as des légendes qui se créent, oui, des légendes. T'as des personnages qui étaient pas du tout produits ou très peu produits, comme le Musclor bleu, le Fakor. Fakor en anglais. Donc Fakor, en fait, c'est un Musclor bleu. Donc les parents, je vais pas t'acheter un Musclor tout bleu, t'as déjà un Musclor classique. Et ceux qui distribuaient les figurines, ils étaient frileux à l'idée d'avoir Fakor. Un Musclor bleu, ça les intéressait pas trop. Ils voulaient des vrais Musclors. Donc à un moment donné, Fakor a un peu été écarté de la distribution. Ce qui a fait que c'était déjà une figurine rare. Mais derrière, c'est créé une légende. Putain, c'est quoi ce Musclor bleu? Moi et mes frangins, on a été chez un gars, un voisin, il avait qu'un mètre de l'univers. C'était un Musclor bleu. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ce truc-là? Ça crée à la légende. C'est un personnage qui, à l'origine de la gamme, n'était pas populaire du tout et qui a été très peu distribué. Mais au fil des années et avec le recul, et 20 ans après et encore aujourd'hui, c'est un des personnages les plus populaires et valuables, si on peut dire, qui a de la valeur dans la gamme de jouets des maîtres d'univers. Donc il y a le côté populaire et il y a le côté la légende qui se crée derrière. C'est à prendre en compte. Donc Fakor fait partie, et peut-être, je vais dire, le troisième personnage, si je prends toutes les gammes des maîtres d'univers qui existent aujourd'hui, si je prends toutes les gammes de jouets, encore celles récentes, dans la gamme des maîtres d'univers, les personnages les plus populaires qui peuvent prendre de la valeur. Donc, je dirais Musclor, Skeletor, Fakor, Spectror, qui est un des derniers personnages, mais il s'est créé une légende de Spectror qui a là le translucide, la figurine translucide, Spectror. Après, je dirais Dantos, le monstre, personnage emblématique. Je vais dire 10, je vais essayer d'en dire 10. Je vais dire Fisto, par rapport surtout à la gamme Classics et la gamme 2000X. Fisto est devenu un personnage un peu plus important, surtout avec ces deux gammes. Parce que le Fisto de la gamme Classics, de cette gamme-là, cette gamme de jouets, gamme pour adultes, collectionneur adulte, le Fisto que moi je n'ai plus parce que j'ai revendu, malheureusement, c'est la figurine la plus belle et la plus populaire et une des plus rares. Si on enlève toutes les chaises variantes du King Grayskull ou même les Spirits limités à 3 exemplaires, je crois, qui étaient faux, qui étaient donnés ou offerts, je sais plus. Si on exclut toutes les variantes rares, bizarres, tout ce que tu veux, de toute façon, peu importe celle-là, peu les connaissent. Fisto, figurine, personnage rétro vintage, une des plus belles de la gamme Classics, et qui a eu aussi des problèmes de production et de distribution, ce qui fait qu'il y en a eu moins sur le marché et qui n'a pas été réédité bizarrement. Peut-être un problème de moule qui a été cassé, ça coûte cher de faire des moules et tout ça. Bref, cette figurine-là
Et bah c'est la figurine là, une des figurines les plus rares et les plus demandées, l'offre et la demande dans cette gamme. Des classiques, peut-être 250-300 € pour l'avoir aujourd'hui. Alors que moi, elle m'avait coûté 18 € avec la sorcière, je me rappelle, j'ai eu les deux en même temps. Et elle m'avait dû me coûter 18-20 € avec le prix du dollar-euro, c'était très avantageux à l'époque. Je sais plus où j'en suis. Visto, après ça reste peut-être Amman, Bélios moins peut-être la gamme Vintage, mais il a été tellement produit dans la gamme Vintage. Les hommes serpents. Les hommes serpents ont une grosse popularité, mais c'est les hommes serpents en général. Toi, rétro vintage de préférence, pas les nouveaux machins, non vraiment rétro vintage. Voilà, donc ils sont 5. Donc, deuxième facteur, popularité du personnage. Troisième aspect, l'aspect rétro vintage ou fidèle au rétro vintage. Là, on est dans l'aspect rétro vintage ou fidèle au rétro vintage. Donc, dans les maîtres d'univers, il y a eu plusieurs gammes à un moment donné. On a eu la gamme vintage, on a eu la gamme 2000X aussi. La gamme 2000X, au niveau du design, on était dans un truc beaucoup trop différent par rapport au vintage, qui fait que beaucoup ont boudé cette gamme de jouets. Et même au niveau des blisters, c'était pas fidèle au vintage. Bon, je vais prendre une figurine vintage qui a 45 balais aujourd'hui, qui a 40 ans. Je vais prendre ce Buzz-Off. Ça, c'est ce que j'ai dans les mains. Ça, c'est sorti peut-être en. Je devrais avoir l'année 83. 1983. Là, ce que j'ai dans les mains, ça date de 1983. Bah, tu fais le calcul. Ça, 17 et 26, ça fait 36, 43 ans. Cette figurine que j'ai en les mains a 43 ans. Elle a été produite il y a 43 ans. Figurine rétro vintage. Donc ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'est-ce qui ressemble à cette figurine aujourd'hui. Peu importe ce qui sort, si ça ressemble, si ça éveille la nostalgie en toi, ça peut avoir de la valeur sur le long terme. Voilà, cela peut avoir de la valeur sur le long terme. Donc bah là on a la gamme Classics qui était une gamme badass, faut le dire. On va dire que ça ressemble un petit peu, quand même. Ça peut ressembler un petit peu. C'est pas mal, ça reste une gamme qui est très intéressante. Mais il y a quand même. Ça peut ressembler dans un côté un peu plus rude et tout ça. Mais si on prend un Buzz-Off, le Buzz-Off Mondo qu'ils ont sorti que j'ai pas acheté, que je trouvais pas intéressant au niveau nostalgie, et bah il est pas très très beau. Je te mettrai peut-être une photo à côté. Là j'ai pas pris mes versions 2000X, mais je te ferai peut-être une vidéo du box de Buzz que j'ai là. Et tu verras que certains ne ressemblent pas trop à ce vintage. Donc c'est un facteur qui est important. Pour les blisters c'est pareil. Toi là on est fidèle. On a un blister vintage, c'est fidèle au blister vintage qui ressemblait à peu près à ça. Donc on a un côté qui peut prendre de la valeur sur long terme. Le dos c'est pareil. Avec les images comme ça et tout ça, on a un aspect vintage qui est intéressant. Le seul aspect qui est moins intéressant pour les Français par exemple, pour les Européens, c'est que t'as pas les noms en français. Voilà, c'est Buzz. Donc t'as pas le nom en français. Pour Buzz, c'est pas très très grave en soi. Pour Musclor, ça devient compliqué. Et oui, ça c'est un aspect à en prendre en compte. C'est les collectionneurs français qui ont l'habitude du nom Musclor. Et bah est-ce que tu vois Musclor marqué sur ce blister qui est fidèle au vintage, sur cette figurine qui se veut fidèle le plus possible à la figurine vintage, mais il n'y a pas le nom Musclor dessus, ce qui est, ma foi, très problématique. C'est dommage. C'est un facteur qui est important pour la prise de valeur au fil du temps. Car les collectionneurs se retourneront toujours vers ce côté nostalgique en priorité. Donc voilà, donc t'essaies donc entre le deuxième qui est la popularité des figurines, plus l'aspect rétro vintage, plus la limitation d'exemplaires. Voilà, donc tu prends un Musclor, donc là, en prenant un Musclor limité, celui-là il n'est pas limité, mais tu prends un Musclor, tu le limites à 1000 exemplaires dans le monde. Seulement à 1000 exemplaires dans le monde, ce qui était le cas du Musclor SDCC dans les années 2000, que moi j'ai eu en alpha graded, en plus en boîte alpha graded.
Mais à l'époque, c'était pas encore la folie des collectionneurs. Aujourd'hui, c'est la folie des collectionneurs. Donc celui-là, j'ai dû le vendre 250 € à un moment donné, il y a plus d'une dizaine d'années. Je sais pas combien il vaudra aujourd'hui. Je l'avais comme ça en boîte demi-X. Je l'avais plutôt en boîte. Comme ça, boîte demi-X, tu vois. Donc ça, c'est des blisters qui sont pas fidèles au vintage. Et, en fait, je vais revenir à peu près. Je vais revenir après dessus. Sur celle-là. Et en fait, tu prends un Musclor. Tu le limites à 1000 exemplaires. Donc, limitation. Ou quelque chose d'assez rare. Un Musclor Chase. Comme le Musclor 2000X Chase. Popularité du personnage, c'est Musclor. Le troisième, c'est l'aspect rétro-vintage si tu le rends vraiment fidèle. Ce qui n'était pas le cas du SDCC 2001. C'est pour ça qu'il a eu du mal à prendre en valeur celui-là. Il était toujours trouvable quelques années après. Malgré qu'il soit limité à 1000 exemplaires et seulement achetable. D'une certaine manière, il était seulement achetable au SDCC à San Diego. Il fallait que tu te déplaces au San Diego Comic Con pour pouvoir acheter cette figurine-là. Donc c'est tous ceux qui sont déplacés là-bas, qui ont récupéré des stocks, qui à un moment donné les ont revendus sur eBay, ce qui nous a permis, nous, de les récupérer à droite et à gauche, toi. Donc déjà, l'accessibilité de la figurine, c'est déjà, j'aurais presque pu mettre ça, l'accessibilité aussi, dans le premier facteur, toi. Donc 1000 exemplaires, machin, tout ça. Mais au final, sur le côté ressemblance, l'aspect rétro-vintage, fidèle au rétro-vintage, et ben il ne ressemblait pas au rétro-vintage. Voilà. Ça avait un look un peu design, maigrichon, tout ça. Bah, ce look-là, un look très particulier, et on s'éloignait un peu trop quand même des figurines vintage qui étaient un peu petites, rondelettes, toutes mignonnettes, avec ce petit côté, oui, un côté mignonnet quand même, intéressant, coloré, mignonnet. Dans le quatrième aspect de valeur, l'aspect de conservation en loose ou en scellé, signature acryliquaise affagraded. C'est un aspect important, c'est-à-dire c'est conserver ces figurines en bon état le plus longtemps possible quand elles sont en loose ou quand tu les as sous blister. Évidemment, si à un moment donné tu veux que ça prenne de la valeur, tu as intérêt à les conserver en super état. Il y a aussi, tu peux leur mettre des acryliquaises. Mais tu peux aussi, par exemple, certains acheter des cartons. Certains, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont acheté des cartons tout beaux, tout neufs. À peine sortis, ils les donnent à des entreprises qui notent, qui numérotent la qualité du blister, de la figurine, tout ça, qui les mettent dans des caisses comme ça, scellées. Et t'as une petite bande avec un petit truc holofoil et tout ça, une certification de qualité, de notification, machin, affagraded, on appelle ça affagraded. Donc affagraded tout ça, et bah là je peux dire que ça, en affagraded, ça prend une valeur de fou sur le long terme. Il y en a déjà, ils ne visent que des affagraded, donc ça c'est surtout aux États-Unis. Je suis pas sûr qu'en Europe ça se fait encore. En Europe ça se fait pas encore quoi. Donc aux États-Unis c'est vrai que la affagraded machin, mais toi tu peux en acheter, en récupérer. Moi j'ai eu le SDCC de cette gamme de jouets là, j'ai eu le SDCC San Diego Comic Con 2021, le Musclor affagraded en 85, donc il était pas nickel, pas super mind. J'ai eu celui-là, j'ai eu la Snake Tila aussi 2000X en affagraded par exemple. Voilà, donc ça rentre dans ce facteur, ce quatrième aspect. C'est bon, l'aspect de conservation, c'est à toi de le conserver le mieux possible. En vitrine, tout ça, faire en sorte que ça tombe pas, que ça prenne pas la poussière, que ça soit pas en direct de la lumière du soleil ou de la lune, parce que ça va bousiller tes figurines. Par exemple, évite de jouer avec, de trop les manipuler aussi. Ça c'est pour le loose. Et essaie de les conserver sous blister. Et quand tu as des boîtes, conserve les boîtes. Et pareil, conserve les neuves. Pour les jeux vidéo, c'était pareil. Conserver les boîtes vintage. Avec les livrets, les machins, tout ça. Aujourd'hui, ça a une énorme valeur. Hein. Imagine un Zelda, le tout premier Zelda. Avec la boîte en carton. Je crois qu'il y avait un livret dedans aussi. Et c'était une cartouche dorée, je crois. Imagine que tu as ça en mind neuf. Encore non déballé. Je sais pas quelle valeur ça pourrait avoir aujourd'hui. Je suis même pas sûr que ça existe encore dans cet état de valeur. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire? Bah, quatrième aspect, je pense que c'est bon. Ça, par exemple, celui-là, Skeletor, il rentre dans le deuxième aspect, popularité du personnage. Ça reste le deuxième personnage le plus populaire. Deuxième ou troisième, ça dépend des gens. Beaucoup mettent Fakor en deuxième, voire en premier. Donc,
un des personnages les plus populaires. L'imitation, bah ça c'est limité à peut-être même pas. Il y a peut-être même pas une vingtaine d'exemplaires dans le monde quoi. Il est signé et t'as le fameux autocollant de. Je sais pas si tu peux voir quelque chose. T'as une date dessus. Donc c'était à la sortie des Maîtres de l'Univers dans le Toys R Us qui n'existe plus à New York, où les créateurs, les Four Horsemen qui ont créé cette figurine là, sont venus signer pas mal d'exemplaires. Donc les gens ils arrivaient avec leur figurine, hop ils leur collaient un sticker, il est signé, merci, au revoir. Ça a dû durer 1 heure, 2 heures tout au plus. Donc à l'époque, moi je sais il y a 20 ans quand je l'ai eu celui-là, on m'avait dit oh ça il doit même pas y avoir une centaine d'exemplaires d'un truc comme ça, et pourtant c'est Skeletor. Et d'autres c'est encore plus rare. Et encore c'est vraiment, on évalue à tout au plus une centaine d'exemplaires de Skeletor qui a ce sticker et qui a été signé évidemment. Donc celui-là il a une celui-là il a pas de valeur en soi parce que c'est tellement rare que déjà personne ne connaît. On appelle ça les gold stickers. Voilà, c'est 2002. C'est le 18 octobre 2002, Times Square, New York. 18 octobre 2002, Times Square, New York. Alors je sais pas si je vais réussir à te le faire lire ou à te le faire voir. Voilà. Et les signatures, elles sont là. Ça c'est pareil, ça je l'avais dans mon ancienne collection où j'ai tout revendu. Et je l'avais gardé parce que moi je voulais le vendre 400 € à un moment donné. Certains étaient prêts à l'acheter et d'autres ont tenté de me le... Et à un moment donné, avant que j'arrive à le vendre, j'avais déjà tout vendu. Parce que j'ai proposé des très bons prix, mais à la fois, je me suis fait une grosse plus-value de fou furieux. Mais alors, quand je dis de fou furieux, c'est de fou furieux quoi. Et celle-là, finalement, j'étais pas prêt à la lâcher à moins de 400 €. Voilà. Et finalement, je l'ai toujours dans ma collection et je regrette pas d'avoir cette petite pépite. C'est de rareté que peut-être une vingtaine de gars ont peut-être encore aujourd'hui parce que certains les ont ouverts, hein, ont gardé le blister à côté. Donc je suis quand même content, donc je l'ai mis dans une acrylique UV, anti-UV plutôt, anti-UV. Voilà, mais bon elle a déjà traîné à droite et à gauche, je l'ai acheté à un Allemand 100 € il y a 20 ans. Ouais il y a 20 ans j'ai dû l'acheter, ouais c'est ça, il y a 20 ans je l'ai acheté à un Allemand 100 €. Elle m'a coûté 100 € cette figurine là et elle a pas de valeur aujourd'hui parce qu'elle est inestimable quoi, d'une certaine manière. Tu peux pas la vendre, les gens les connaissent pas. Donc il y a un côté, la figurine est populaire, mais d'un autre côté, c'est de rareté de production, c'est de rareté en soi, n'est tellement pas connue que bon, voilà. À moins de tomber sur un gars qui connaît aux États-Unis par exemple et qui essaye de récupérer un maximum de gold stickers comme ça, qui serait prêt à mettre peut-être une très grosse somme dessus. À part cela, je pense que ça serait compliqué de la vendre à plus de 400 € aujourd'hui. Et puis j'ai pas envie de la vendre même à 50 €. Je préfère vendre d'autres choses, je vous vendrai ça quoi. Donc alors en cinquième on a la qualité de production. Bon la qualité de production je vais pas faire 2 heures dessus. C'est t'as beau avoir une figurine vintage. Rétro qui est fidèle au rétro vintage, une figurine populaire, limitée en exemplaires, si finalement elle a la gueule de travers, la figurine qui ressemble à rien, que la production est vraiment pourrie, comme les Super 7 à un moment donné, qui ont repris les mots du Classics, mais qui ont changé d'usine. Et dans la nouvelle usine, ils ont fait des plastiques cassants, j'ai encore des trucs. À un moment donné, t'avais les gars, ils tournaient la tête comme ça, paf, la tête était arrachée, elle était cassée. C'est dire la qualité de production a son importance. Et surtout que c'était des figurines qui étaient en import, c'était 70 €. Hein. C'était 50, ça dépend, ouais, c'était 50 à 70 € en import. Des machins ultra fragiles où le plastique il est cassant, où tu peux à peine bouger le bras et tout ça, ou à peine bouger la tête, sans risquer finalement de le péter, le casser. Donc la qualité de production a son importance aussi sur le long terme. Et aussi, ce qui est important, c'est aussi la dégradation.
Et là, je vais dire un truc qui est quand même très très important, c'est qu'à un moment donné, dans la gamme vintage, des figurines vintage qui ont été produites dans les années 80, et bah c'était la qualité finalement était la qualité de l'époque. C'était pas fait pour durer en fait. Quand ils faisaient un blister comme ça, tu crois qu'ils faisaient des blisters pour que ça dure? Tu crois que là, la boîte là, ça, le blister, là, je sais plus comment on appelle ça, le blister c'est l'intégrale, mais ça c'est la bulle. Tu crois que la bulle comme ça, ils ont créé des bulles pour durer? Donc qu'est-ce qui s'est passé? Bah les bulles avec la lumière, les UV, tout ça, et bah les bulles ont commencé à jaunir. Début des années 2000, on avait quelques figurines qui étaient plus atteintes de la maladie de la bulle jaune, comme le prince Adam par exemple, et d'autres ça allait encore. Et les gens ont commencé à investir de l'argent, à mettre 30, 40, 50. À l'époque, le début de la collection, début des années 2000, moi je mettais dans des blisters vintage nickel, une trentaine d'euros. Il y avait Océanor, il y avait Migalor en boîte, 30 euros. C'était encore la conversion franc-euro. C'était 200 francs, 30 euros, tu vois. Et à un moment donné, il y en a qui ont mis un peu plus sur les trucs un peu plus rares parce que les blisters, il y en a qui étaient un peu plus rares que d'autres. Les blisters avec la petite bande jaune là, les yellow border, il y en a qui se sont fait des collections de yellow border. Et à l'époque, ça allait encore, mais sauf qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus, on en voit même beaucoup trop, de figurines vintage sous blister avec des bulles ultra jaunies, voire il y en a qui sont cramoisies. Ils sont tellement orange qu'ils sont devenus opaques, tu vois même plus la figurine à travers. D'ailleurs, Buzz Off, les versions américaines, à un moment donné, celles que j'ai récupérées comme ça, aussi Mind et tout ça, c'était pas un jouet, une figurine qui a été jouée dans les mains de gamins, tout ça. Non, ça fait partie comme de stock qui avait les bulles tellement jaunies qu'ils ont fini par ouvrir et aller vendre Mind, 100% Mind comme ça, pour arriver à les vendre, parce que sinon c'est invendable avec des bulles jaunies comme ça. Donc c'est à prendre en compte aujourd'hui, là où des gens se sont arrachés à un moment donné, je dirais aux alentours de 2010, où là ça a commencé à collectionner un peu plus, où les vintage commençaient, surtout sous blister comme ça, on commençait à avoir une valeur de toujours plus importante, et beaucoup ont commencé à dire ah je veux tous les yellow border en français et tout ça. Bah, le problème c'est qu'à un moment donné ils ont mis énormément dessus, ils ont investi dedans, limite pour dire de toute façon moi je pourrais toujours revendre beaucoup plus cher derrière. Sauf qu'on a vu des collectionneurs qui ont mis dans des acryliques cases leur vintage, peut-être pas UV, qu'ils ont stocké ça comme ça dans leurs étagères et qu'un jour ils sont retombés dessus. Et en fait, ils se sont rendus compte que certaines figurines étaient dégradées. Par exemple, dans les figurines vintage, je te prends celle-là, les caoutchoucs. Donc, il y en a par exemple les orques qui a une grosse queue, longue queue en caoutchouc, tu vois. Et bah, elles se détériorent. Elles finissaient par se détériorer, même sous blister. Et surtout, bah, le caoutchouc qui relie les deux jambes. T'as un caoutchouc, un élastique caoutchouteux qui relie les deux jambes, ce qui fait que la jambe, tu vois, elle a un peu du mal à se mettre droite, tu vois. Et bah, ce caoutchouc-là, et bah, il se détériore aussi. Ce qui fait qu'à un moment donné, t'as payé 500 euros une figurine sous blister à l'époque, en 2010 par exemple. Et là, tu la regardes aujourd'hui. Et bah, tu peux avoir le risque d'avoir une papate comme ça qui se balade dans le blister. Parce que ça s'est tellement détérioré au niveau du caoutchouc là que les pattes, boum, se retrouvent dans le blister. Certaines sont plus costauds que d'autres, mais généralement ça reste la maladie des maîtres d'univers. Quand tu jouais toi en tant que gamin, combien de fois les pattes tombaient? C'était l'entrejambe qui se détachait, tu vois, et les deux pattes tombaient avec encore le caoutchouc au milieu. Et ce que faisait ma mère en fait, c'est qu'elle remettait les pattes comme ça, elle prenait un couteau, elle faisait brûler sur la gazinière, toi, et elle faisait fondre l'entrejambe des figurines. J'en ai vu un, le Spigor, il arrêtait pas de tomber, et elle faisait fondre l'entrejambe de la figurine pour que les jambes tiennent en fait. Bref, c'est à prendre en compte, c'est la qualité de production et c'est l'ancienneté. L'ancienneté des vieux produits comme ça qui se détériorent dans les blisters. J'ai envie de dire, va pas mettre 500 euros dans un blister de Motu Vintage aujourd'hui, même sorti du carton. Parce que quand c'est sorti du carton, évidemment, ça n'a pas été mis à la lumière du jour dans les magasins ou dans la lumière ambiante ou quoi que ce soit. Ça n'a pas circulé à droite et à gauche, certes, à moins de les mettre tout de suite dans une acrylique et tout ça. Mais il reste quand même le côté peinture fragile qui peut fondre. Celui-là, il a une peinture un peu collante aujourd'hui, tu vois.
c'est un peu collant quand même, hein. Mais il y a le côté caoutchouteux au niveau des caoutchoucs, des entrejambes. Tu vois, là je fais attention comme avec les jambes. Côté caoutchouteux des entrejambes, ça peut se dégrader. Prends pas un lézard par exemple, par rapport à sa queue, tu vois, il y a eu lézard, il y a aussi ratlor. Ratlor, c'est comment il s'appelle en français? C'est pas serpentor, je sais plus. Ouais, c'est serpentor en français. Bref, c'est des choses qui sont à prendre en compte, c'est la qualité de production. Et aujourd'hui, dans les nouvelles gammes, est-ce que la qualité de production va durer longtemps? Et bah, c'est pas sûr. Même si aujourd'hui les figurines c'est plus pour les collectionneurs. T'es plus garanti de cette gamme classique par exemple qui était une gamme vraiment qui visait les collectionneurs. Cette gamme classique, elle va durer longtemps. La gamme Origins. Attends, je vais prendre le Buzz of Origins. La gamme Origins qui a une qualité, quand même ça se voit tout de suite au toucher. Elle est de moins bonne qualité que les classiques. Au toucher, ça durera pas 50 ans. Je te le dis tout de suite, va pas mettre des prix astronomiques là, non, ça durera pas 50 ans. D'ailleurs, certains ont témoigné que leurs blisters, les bulles se décollaient. Et moi je leur ai dit, mais c'est pareil, personne ne m'écoute comme d'habitude. Je leur ai dit, fais attention, si à un moment donné ton lieu est trop humide, là où tu stockes tes figurines c'est trop humide, ou là où tu les as achetées dans leur stock c'est trop humide. Moi j'en ai pas une qui s'est décollée. J'en ai pas une qui s'est décollée. Et pourtant j'ai eu un problème de ventilation. Mais quand j'ai eu un problème de ventilation, à un moment donné, j'ai entrouvert les fenêtres et toutes ces figurines là je les ai mis je les ai rangées dans les étagères et tout ça. Pour pas que ça soit dans l'ambiance, dans l'humidité ambiante et pour pas que ça se décolle. Et non, faut faire attention, ça fait partie de toute façon, faire attention de bien conserver, ça fait partie finalement du quatrième facteur, la conservation des figurines, quoi. Sixième facteur, le prix de départ faible. Ça c'est pareil, à un moment donné quand je vois certains dire pour l'Eternia, j'en ai parlé dans la première partie, l'Eternia 950 € en financement participatif. Mais putain, mais attends, déjà ce facteur là il est super important. Si dès le départ tu mets un prix trop élevé dedans, la valeur elle va pas augmenter tant que ça va moins augmenter en fait sur le long terme. Moi je prends le Mondo, Scarglo Mondo, voilà il est tassé dans les yeux, je peux pas te le montrer, mais un Scarglo Mondo de 40 cm là, limité à 900 exemplaires. 900 exemplaires, c'est pareil, personne ne me croit là-dessus, alors que le gars, le manager de l'époque a dit non, il est limité à 900 exemplaires, c'est bizarre, les gens se jettent pas dessus, mais ils vont vite le regretter. Limité à 900 exemplaires. Il m'a coûté 270 € avec les frais de douane, j'en ai eu pour 60 € de frais de douane, tout comme ça, donc il m'a coûté 200 et quelques plus 60 € de frais de douane. Au final, 270 €. Aujourd'hui, ils le revendent un truc comme ça, c'est Scarglo, c'est Spectror, il fait partie des personnages les plus valuables de la gamme des maîtres d'univers. Et bah malgré tout, il prendra pas plus de valeur que ça, quoi. Sincèrement, le vendre 400 €, à un moment donné je pouvais le vendre 400 €, je suis persuadé que dans 10 ans ça sera toujours 400-500 €, où il y aura plus personne pour l'acheter. Il y a ça aussi. Je veux dire, à un moment donné, parce que le prix dès le départ est trop élevé. Il faut voir quand même que dans les gammes de jouets, ou même dans les jeux vidéo, à un moment donné, il y a un prix psychologique à ne pas dépasser et que peu de gens peuvent dépasser. Dans les figurines aujourd'hui, je pense que le prix psychologique, c'est 200-300 €. Voilà, au-dessus, plus personne va acheter. C'est comme le Fisto Classics de cette gamme-là, le Fisto de cette gamme-là, qui est une des figurines les plus valuables, celle qui a pris le plus de valeur aujourd'hui. Et bon, il y a plein de facteurs, mais j'en ai déjà parlé. Et bah, cette figurine-là ne dépassera pas les 300 €. À un moment donné, elle a atteint les 300 € et puis elle est revenue en dessous. Elle s'est restabilisée autour des 200 à 300 € sous blister. C'est tout. Parce que il faut essayer de deviner, mais je pense que c'est par rapport finalement à tous les collectionneurs du monde entier. Le côté plus de 200-300 €, c'est un aspect psychologique. Et moi je m'en suis rendu compte en tant que collectionneur, ou quand je voulais le Battle Fist Chase variante,
Et j'étais vraiment prêt, j'étais dans la névrose du collectionneur, mais malgré tout, je n'aurais pas mis plus de 300 € dedans. Quand je l'ai vu en Allemagne à un moment donné, j'ai mis 300 € max. À un moment donné, je l'ai vu en Allemagne sur eBay. J'ai commencé à le faire monter et à un moment donné, dans ma tête, je me dis 300 € max. Moi, je pense qu'il faut quand même toujours voir la valeur psychologique que les gens sont prêts à mettre pour tel ou tel personnage. Je pense que au-dessus de 300 €, ça peut coincer. C'est pour ça que d'acheter dès le départ une figurine comme Scareglow à 270 €, ça sera compliqué à vendre. Et des Eternia à 950 € d'un truc moderne, c'est totalement absurde. C'est totalement absurde. Autant investir, mettre un peu plus pour un Eternia vintage, tant pis. T'auras beaucoup plus de plaisir à faire ça. Mais surtout si ça rentre même pas dans la nostalgie, mais quel intérêt quoi. Il faut faire très attention au prix de départ. C'est plus tu vas mettre cher dans une figurine, finalement, dès le départ, moins elle prendra de la valeur. Et moins tu auras de la chance de la vendre très très cher derrière. Si tu achètes une figurine 20 € et que dans 5-10 ans tu peux la vendre 300 €, ce que moi j'ai fait quand j'ai vendu ma gamme, quoi. C'est à un moment donné, des figurines, je les ai vendues 5-10 fois plus cher pour les classiques, ceux-là. Le Fisto, je l'ai vendu 6 fois plus cher. Voilà, Cobra Khan c'était pareil, d'autres c'était pareil. Donc je me suis fait des plus-values 2x5, 2x6, 2x7. Si à un moment donné t'achètes dès le départ, justement à ceux à qui j'ai vendu 120 € dès le départ le Fisto, aujourd'hui tu peux faire une plus-value de x2, ce qui est plutôt pas mal. Mais si tu achètes le Fisto dès le départ 200-250 €, et tu seras perdant à un moment donné. Parce que tu achètes finalement la valeur actuelle d'une figurine qui a pris trop de valeur, qui ne sera jamais rééditée aujourd'hui. Donc tu l'achètes pour toi, point barre. Mais aujourd'hui c'est terminé, tu achètes le Fisto classique 250 € aujourd'hui. Contrairement à moi qui l'ai eu à 18 € à l'époque, 18-20 € tu vois. 250 €, ça prendra pas 500, 600, tu pourras jamais, il atteindra jamais les 1000 €. Il y a le facteur psychologique, je pense que moi je le mets à 300 €. C'est le plafond de verre, je pense 300 €, même pour les névrosés, même pour les collectionneurs névrosés. Pour moi c'est le plafond de verre, 300 €. Et surtout les gros produits, même les châteaux des ombres, les machins classiques, très très peu, mettrait 600, 700, 800, 900 € pour des trucs comme ça. Très très peu. Alors évidemment les névrosés ont pris des crédits, des machins, tout ça pour les... Très très bien. À revendre le putain d'Eternia Origins là, qui pèse 25 kg, qui est grand comme ça et tout ça, où il faut un transporteur pour pouvoir aller livrer le bordel. Sincèrement, je sais pas, il y en a qui vont se retrouver avec des putains d'Eternia à la con sur les bras. Même s'ils ont envie de revendre leur collection, ils vont se retrouver avec ces trucs sur les bras quoi. À moi qui viennent me le livrer chez moi s'ils veulent, moi je veux bien leur prendre, mais je leur prendrai jamais à 950 €. Je leur prendrai à 300 €. Qui sait, peut-être qu'il y en a qui seront obligés de le brader à 50, 100, 200 €. C'est aussi ça qu'il faut prendre en compte dans tous ces facteurs-là, le prix de départ faible. Le prix de départ a son importance. Et le dernier facteur, le 7ème, c'est l'âge des collectionneurs liés au rétro vintage. Ça, c'est un facteur, personne n'en a parlé, moi je le vois en fait. C'est qu'à un moment donné, l'origine d'un univers, l'origine des maîtres d'univers, c'est la gamme de jouets vintage. 82, 80, enfin oui, 80, début des années 80, voilà. Début des années 80, ça remonte à 45 ans. C'est-à-dire que tu prends la moyenne des collectionneurs, c'est 45 ans. La moyenne des collectionneurs, évidemment, t'as la gamme 2000X et tout ça qui a ramené des collectionneurs qui aujourd'hui ont peut-être 30 d'années, mais c'est pas une gamme qui était très très populaire. Donc finalement, il y a très peu de collectionneurs, mais t'as quelques collectionneurs qui ont 30 ans, mais qui visent plus finalement la gamme 2000X. Bref, aujourd'hui, la moyenne des collectionneurs des maîtres c'est 45 ans. Tu crois que dans 20-30 ans, les gars, s'ils sont encore en vie, ils vont mettre tant et tant et tant d'argent dans les pièces que toi t'as gardé de côté pour leur revendre une fortune? Et oui, cet aspect-là est important. Et cet aspect-là flingue presque tous les autres facteurs parce que aujourd'hui, dans la gamme de jouets des maîtres de l'univers, en tout cas, je suis désolé, mais ce facteur-là est tellement important. Investir dans les figurines pour se dire tiens, ça prendra de la valeur,
C'est une connerie en fait. C'est une pure connerie. Mais bon, c'est un facteur qui est à prendre en compte aujourd'hui. Il faut faire très attention à ça. Je sais que d'ici 10 ans, 20 ans, si là je vends mes figurines tout de suite, j'aurai moins de mal à les vendre. Enfin, j'aurai plus de mal à les vendre qu'il y a 5 ans ou 10 ans. Parce qu'il y a déjà, je trouve, une baisse d'intérêt. Parce que les collectionneurs sont vieux, j'en ai vu qui sont décédés. Voilà, il y en a qui sont décédés, plus de maladies, tout ça, mais la vieillesse, ça engendre des maladies et tout. Donc c'est des collectionneurs qui vieillissent, qui deviennent de plus en plus vieux, malades, mourants, des fois, souffrants, ceux qui sont souffrants, puis ils ont plus d'intérêt à collectionner, tout ça, etc. Donc ça vieillit, tout ça. Là aujourd'hui, je sais que si je devais revendre tout ça, ce que j'ai là, j'aurais du mal quand même à les vendre. J'aurais plus de mal aujourd'hui. Voilà, je le dis, j'aurais plus de mal. Donc c'est pour ça que je serais obligé de baisser la valeur forcément réelle des trucs. Ça se voit, de toute façon, ça se voit déjà dans l'intérêt finalement de tout ce qui sort à nouveau. T'as eu un pic là, t'as eu un pic entre 2010 et 2020, t'as eu un pic des collectionneurs de mètres d'univers. Un gros pic. Les gens avaient les moyens, les machins, t'avais un réel intérêt, t'avais un vrai boost, et je pense que c'est à tous les niveaux. Mais je pense que passé 2020, surtout après période Covid, je pense que là, il y a une vraie baisse d'intérêt dans le monde des collectionneurs. Je le trouve personnellement. Je l'ai vu dans les motus. Et d'ici 10 ans, où les collectionneurs ont 55 ou 60, moi aussi d'ailleurs, et ben au final, essayer d'anticiper 10 ans, 20 ans de collection en disant ça, je pourrais le vendre. Mon Eternia là, quand je reprends le cas de l'Eternia Origins, c'est ridicule. S'il y en a dans sa tête qui se dit puisqu'il s'est tapé un crédit à 950 € pour cette merde. En plus, c'est une grosse merde de 25 kilos, un poids mort, invendable et intransportable. S'il pense qu'il va pouvoir vendre ça à 10 000 € dans 10 ans, je pense qu'il se met le doigt dans l'œil, mais profondément quoi. Tout au plus, personne n'en voudra dans 10 ans. Il sera obligé de le dégager à 200 €, voire ça se trouve ça partira quand il sera mort et que ses gamins ils verront ça. Ils disent putain, mais qu'est-ce que tu veux vendre ça? Bah, les jette-le. Ça sera jeté à la déchetterie. J'exagère peut-être un peu, parce que je connais un collectionneur qui collectionne, qui ne revend jamais, mais il collectionne tout. Et il se dit qu'à ma mort, ça sera mes enfants, ils pourront revendre tout ça et se faire énormément d'argent dessus. Ça dépend quand il va mourir. S'il meurt aujourd'hui, ça sera compliqué de tout revendre. Parce qu'il faut vraiment retrouver des passionnés qui, eux, ont vieilli également. Et dans 10-20 ans, quand il décédera dans 10-20 ans, enfin, c'est tout ce que je lui souhaite, qu'il décède le plus tard possible, ça vaudra que dalle. Ça vaudra que dalle, peut-être pour des musées maîtres d'univers, peut-être qu'il y aura un musée des maîtres d'univers et qui récupéreront tout ça à un moment donné. Bref, ce facteur-là vient tout déglinguer, tout le reste. Et c'est à un moment donné, c'est vrai que moi j'y pensais à ça. Et je ne pouvais que terminer avec celui-là pour un peu déglinguer tout ça. Donc qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil? Non, là je vais pas donner de conseils sur ça, sur les facteurs. Mais c'était important que j'en parle quand même parce que ça intéresse beaucoup de monde de savoir comment évaluer la valeur réelle des objets. Et au final, comment prévoir la valeur des objets. Tu vois, c'est ça. Et moi je trouve ça super passionnant et c'est mon expérience qui parle. Et je vais finir rapidement sur la dernière partie parce que là j'ai fait très très long, j'ai fait 1 heure sur les 2 premières. Donc bien vivre sa collection. Donc d'abord il faut poser des limites dès le départ. Nostalgie, 1 ou 2 gammes, 1, 2, 3 personnages, plafond de prix par objet ou budget par mois. Voilà. Donc se poser des limites, tu vois, c'est soit tu ne fais qu'une gamme, moi je me suis posé la limite, je ne fais que les maîtres d'univers, j'étais intéressé par d'autres choses, j'adore Star Wars, tout ça, mais à un moment donné non. Limite de personnages, un limite de budget ou de prix, tu peux te limiter à 1 ou 2 personnages comme certains. Certains dans les maîtres d'univers, j'ai vu des collections, ils faisaient que le monstre. Voilà, ils ont fait que le monstre, que Beastman. Donc tu peux faire que Musclor, tu peux faire que Beastman, tu peux faire que les 2-3 personnages que tu as eu quand tu étais gamin, tu peux faire que les personnages que tu as eu quand tu étais gamin, tu peux faire que la gamme classique nostalgique, vintage comme moi je fais. Moi maintenant aujourd'hui je ne fais que les vintage. Et au niveau du prix, pas de façon excessive. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut que ça soit fidèle au rétro vintage. Donc ils ont sorti par exemple mon playset préféré vintage, le Rocher de la Peur. Sauf qu'il était moisi du cul. Il était tellement moisi du cul
qu'il est encore disponible là, mais il est tellement pourri parce que c'est des gars qui ont 20 ans qu'on fait ça, quoi, qu'on pas respecté l'aspect rétro vintage. Et bah je ne l'ai pas acheté et je ne compte même pas l'acheter cette merde, sauf si éventuellement il est bradé à 20 euros, quoi. Mais à 90 € aujourd'hui, je veux pas de cette merde. Et pourtant il rentre dans l'aspect rétro vintage, mais comme il est pas fidèle, et bah ça dégage, je n'en veux pas. C'est pareil pour Moduloc, il y a un vrai problème au niveau de proportion et de tête, ça me dérange, et en plus il est vendu trop cher sur Amazon dans les 60-70 euros, alors qu'ils sont censés le proposer à 30 euros. C'est pareil, moi au niveau des prix du budget, l'Eternia à 950 euros, il se le carre au cul. Le truc à 90 euros, s'il avait été fidèle, le rocher de la peur, je l'aurais acheté, mais là c'est hors de question. Le Moduloc qui est à 60-70 euros, qui est beaucoup trop cher pour un truc récent, qui en plus n'est pas totalement fidèle, qui a des proportions bizarres par rapport au vintage, c'est non non plus. Je le prendrai quand il sera à 30 euros éventuellement, etc. 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 Donc c'est des limites que tu dois te poser dès le départ. Surtout, ne rentre pas dans je fais tout, je veux tout, je veux me comparer aux autres et compagnie. Surtout pas ça. Après, attention au soleil ou à la lune, pas proche ou devant les fenêtres. Attention à l'humidité ou problème de ventilation. Investir dans des vitrines. Attention aux étagères et aux chutes des objets. C'est un peu ce que je parlais tout à l'heure. Attention à la lumière du soleil, tout ça. Investir dans des vitrines pour pas que, comme c'est déjà arrivé pour beaucoup, sur les étagères, bah, ça prend la poussière et puis à un moment donné, bah, les figurines, boum, ça tombe. Paf, si ça tombe de haut, ça pète, merci, au revoir. Évidemment, tu le vis très très mal derrière, donc fais attention à tout ça. Et attention à l'humidité aussi, surtout pour les blisters, les boîtes, pour pas que les bulles se décollent. Après, les packaging ont aussi un aspect collector, ne pas jeter, ne pas déchirer, voilà, faire attention au packaging. Bon, bah, à la rigueur, ceux qui les gardent, moi je les garde pas forcément, hein. Je garde que les cartes en fait. De tous ceux que j'ai ouverts, je ne les gardais que les cartes et pas les blisters, sauf pour les trucs un peu plus collector, où j'ai quand même gardé les boîtes, pour ceux que j'ai ouverts. Mais comme j'en ai acheté un deuxième pour certains ou troisième, c'est pas très grave non plus. Mais c'est vrai que l'aspect boîte, tout ça, ça peut avoir un aspect collector. Rien. On va retourner sur les jeux vidéo. Si t'avais gardé Zelda, le premier Zelda en boîte, la boîte et tout ça, que les parents jetaient, tu vois. Nous, nos parents, ils jetaient tout, hein, les maîtres d'univers, ils jetaient tout derrière. La boîte du Château des Ombres, ça a été jeté quasiment... ça a été jeté derrière la boîte du Château des Ombres, magnifique. Si on l'avait gardé aujourd'hui en parfait état, et bah voilà, ça aurait eu de la valeur. Et bah pour les jeux, c'est que les jeux NES et Super Nintendo, c'était des jeux... les boîtes, c'était du carton. Comme les Châteaux des Ombres, les machins des cartons jetables. Contrairement aux jeux Mega Drive où là, c'était des boîtes rigides. Donc finalement, mes parents qui jetaient tout derrière, quand ils ont vu les boîtes rigides, Master System, Mega Drive et tout ça, bah finalement ils ont pas jeté, quoi. Donc on a pu conserver ces trucs là comme ça, mais tu vois le délire. Mais les jeux NES et Super Nintendo, bah c'était toujours dans le principe de ces petits cartons jetables qu'on jette et tout ça. Et c'est pour ça que bah, pour les jeux NES Nintendo, le rétro vintage, la collection rétro vintage, c'est compliqué. Et bah bien vivre sa collection, bah, c'est faire attention à cet aspect de bien conserver, tac tac tac, de bien conserver toutes les boîtes, les machins et tout ça. Et le dernier truc, ranger en cas de lassitude, ne pas revendre sur un coup de tête. C'est ce m'avait conseillé quelqu'un à un moment donné quand moi j'avais tout revendu. Tu sais, t'es bête, tu vas le regretter. Il m'a dit tu vas le regretter. Et je l'ai regretté. À un moment donné, tu te sens pas bien, t'as envie de revendre tout ça. Si t'as pas un intérêt réel de vendre, c'est-à-dire t'as besoin d'argent, tu vas fonder une famille, tu vas avoir un enfant, j'ai besoin d'argent, ce que certains ont fait d'ailleurs, et bah à un moment donné, si t'as pas un réel intérêt de revendre, si t'es dans une forme de précipitation, c'est pas bon non plus. Ne te précipite pas à revendre, prends ton temps pour revendre. Essaye de prévoir qu'à un moment donné, tu auras peut-être besoin d'argent. L'arrivée d'un enfant, tu sais, tu vas avoir un enfant, je vais commencer à revendre au prix fort toutes mes pièces. Mais surtout, en cas de coup de tête, t'as un coup de tête, je revends tout, comme moi ça a été le cas aussi. Et bah le problème, c'est que tu vas vraiment le regretter, quoi. Donc, en cas de coup de tête, range-les. Si t'es lassé, t'en as marre, tout ça. Des fois, moi, je suis lassé, j'en ai marre aussi. Tu les ranges proprement dans des cartons et machin, tu les mets de côté. Et un jour, tu seras heureux. C'est ce que moi, on m'avait dit. Tu seras heureux de les revoir et de remettre la main dessus. Voilà.
Et je vais le dire, moi c'est mon dernier conseil et je vais arrêter la vidéo. Il faut collectionner par nostalgie, il faut que ça te fasse du bien. Collectionner pour qui a la plus grosse collection, puis ou collectionner parce que t'as tes potes qui collectionnent et t'as envie d'être avec eux dans le délire de collection, tout ça. C'est pas génial non plus, quoi. Il faut collectionner par rapport à la nostalgie, ce qui te donne de la nostalgie. C'est pour ça que moi, tout ce qui est rétro vintage, fidèle au rétro vintage, et seulement les personnages qui existaient ou qui pouvaient exister, parce que oui, il y a eu des prototypes qui ont été proposés, bah tout ça, ça rentre dans cet aspect rétro vintage nostalgique. Tu vois, là, je me suis fait des petites compositions, je te montrerai ça en vidéo à côté. Et bah voilà, ça m'éveille la nostalgie. C'est le plus important. Voilà. Et surtout, des limites. Stop à la névrose. Bon bah voilà, je termine là parce que sinon après ça va durer 3 heures. Je savais que j'allais trop blablater à un moment donné. Donc bah j'espère que ça t'a plu, ce spécial bavardage. C'est pas un tutoriel, mais on peut dire que c'est presque le tutoriel du collectionneur. J'ai vraiment expliqué par rapport à l'aspect figurine, moins l'aspect jeu vidéo, mais je suis moins catégorique sur l'aspect collectionneur et jeux vidéo. C'est beaucoup plus difficile à prévoir. Il y a l'aspect, faut pas oublier, de production. On a moins l'aspect limité en exemplaires dans les jeux vidéo, mais on a des trucs qui sont surproduits aujourd'hui. Plus ça se vend, plus ça se produit, c'est hérédité. Donc il y a moins l'aspect collectionneur dans les jeux vidéo. C'est moins l'aspect collectionneur aujourd'hui. Après, pour les vieilles consoles et tout ça, oui, parce que c'était des plus petites productions et tout ça, donc on est plus dans l'aspect collectionneur, rétro vintage. Mais aujourd'hui, tout ce qui sort aujourd'hui, on est beaucoup moins dans l'aspect collectionneur, sauf éventuellement des éditions collector. Mais bon, j'ai quand même l'impression que certaines éditions collector, elles sont pas si rares que ça, quoi. Voilà. Bon allez, je te dis à la prochaine et j'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à mettre un petit pouce levé et tout ça, à t'abonner si tu apprécies mon contenu et à laisser un commentaire aussi. Voilà. Évidemment, les commentaires, il faut que ça soit toujours constructif, jamais dans l'insulte, jamais dans l'invective et tout le tralala et tout le tralala. Ok, allez, bye bye.